Donc moi je vous parlais, comme l'a dit Anso, des outils pédagogiques en immersion. Donc pourquoi moi et pourquoi cette séance? C'est pour que, lorsque j'ai regagné le collège des instructeurs, c'était mon thème de mémoire. Pourquoi le thème de mémoire? Parce qu'on parle souvent des outils pédagogiques en immersion, le manuel de formation technique on parle de support, on parle d'outils. Mais après le quid de ça, comment rendre ça opérationnel et comment s'en servir au quotidien, c'est là où ça devient un peu plus difficile. Et ma petite expérience de moniteur m'a montré que oui, on le voit en pédagogie, on le voit en stage initial, on le voit en stage final. Après, lors des examens, on le voit un petit peu moins, que ce soit initiateur ou EF1. Et puis dans les clubs, parfois, on ne le voit pas forcément, alors qu'il peut y avoir une réelle plus-value. Donc, dans un premier temps, on va voir la définition d'un outil pédagogique, parce que quand on se pose la question, c'est pas forcément toujours évident. On va voir l'animation, comment on peut animer en piscine. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne va pas être un inventaire à l'après-vert, on va vous dire dans telle situation faire ceci, cela. C'est pour vous expliquer un petit peu, enfin vous expliquer ma philosophie de l'outil pédagogique. Et après le milieu naturel, milieu artificiel, on va passer avec quelques exemples en milieu artificiel. Naturel, artificiel. En piscine, en lac. Merci pour ceux qui suivent. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un outil pédagogique? Donc, je la suis posée. Notamment, on entend souvent parler de support, de démarche, de méthode. Qu'est-ce que c'est et comment on met tout ça en place? Donc, j'ai répondu après de grosses interrogations et puis de consultations, parce qu'on n'a pas de définition de type au sein de la fédération. Donc, voici l'équation que j'ai trouvée. Un outil pédagogique, il est constitué d'un support. Ça peut être matériel, immatériel, un téléphone portable est un support pédagogique. Mais dans l'outil pédagogique, il n'est pas obligatoire le support. Ce qui compte le plus, c'est la méthode, la démarche. Donc un support pas forcément obligatoire, on va dire facultatif, avec une méthode et on obtient un outil pédagogique. On est bien d'accord que si je prends mon téléphone et puis que je le pose sur la table, je n'ai pas la démarche qui va avec, il n'y a rien qui va se passer. Ça peut être un verre, ça peut être tout ce qu'on peut utiliser au cours de notre enseignement. Ensuite, pourquoi les utiliser? On les utilise pour différentes raisons, mais notamment, c'est pour améliorer et faciliter notre enseignement. On pourrait faire une analogie, c'était le thème d'un mémoire d'instructeur régional également. Sur l'analogie, ça tombe bien, en chimie, on est dans la salle qui va bien. Un catalyseur, quand on a des équations chimiques, parfois c'est pas obligatoire, la réaction elle se passe sans souci. Il y a des réactions chimiques où le fait d'avoir un catalyseur, donc nous dans notre enseignement d'avoir un outil pédagogique, ça va améliorer et faciliter l'apprentissage. Et parfois, dans des réactions chimiques, ça n'a pas de catalyseur, rien ne se passe. Et ben, ça peut être pareil dans notre enseignement, si on n'utilise pas forcément les bons outils, ça va être très très compliqué, et l'enseignement va être très dur, et ça va être difficile de progresser. S'il y a des questions, j'y répondrai à la fin de mon intervention. Pourquoi en piscine? Alors en piscine, on voit qu'en piscine on a que des carbons, que du bleu, de plus en plus maintenant c'est des liners. On a un problème de motivation, donc allié aussi. Alors attention, l'outil pédagogique ne rime pas forcément, et c'est pas totalement différent, mais c'est différent de l'enseignement ludique. Donc, le ludique fait partie des outils pédagogiques, mais c'est pas parce qu'on parle d'outils pédagogiques qu'on est dans l'enseignement ludique. Donc c'est à la fois pour la motivation, mais également pour simuler le milieu naturel. Car quand on est dans un bassin qui fait 2 mètres de profondeur, si on veut simuler des différences de poids apparents qu'on peut associer à la profondeur, ça va être difficile. Si on veut simuler des petites descentes de profondeur, c'est également difficile. Et si on veut parler de la faune et de la flore dans un bassin, c'est également compliqué. C'est également très intéressant, on va le voir ensuite, pour travailler en lien avec ces variations de poids par an, tout ce qui va être pont, ballast et le gilet. Donc là, une petite vidéo pour vous présenter ce que c'est qu'un outil pédagogique, afin de comprendre ce que c'est. Donc dans la démarche, là on va être sur du lâcher-prise en bout.
Et dans la démarche qui va être donnée par le cadre, donc je vais relancer la vidéo, la démarche qui est donnée, il a déjà expliqué la reprise d'embout à l'élève, il prend le support qui est une fusée, et là, il va lui montrer ce qu'il attend de lui. Et dans sa démarche, il faut que l'élève il gonfle la fusée pour qu'elle monte à la surface. L'objectif pour le moniteur, le lâcher en prise d'embout, l'élève, il sait le faire, mais c'est d'amener quelque chose pour qu'il le fasse à répétition et pour que ça devienne un automatisme. Donc là, on voit, c'est juste pour vous schématiser la définition que j'en ai fait avant. En fait, là, le support, c'est la fusée. Si je n'explique pas le fonctionnement, ça ne va servir à rien. Si la démarche du moniteur derrière n'est pas expliquée et s'il n'a pas de démarche, l'objectif ne sera pas atteint. Donc là, on voit le jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il va chercher tout de suite la fusée, et lui, ce qu'il veut, c'est jouer avec. Donc là, on est entre guillemets dans le ludique, et on va être dans la répétition, et à terme, ça va devenir un automatisme, et pour lui, il ne va plus réfléchir quand il fera son lâcher prise en haut. Donc là, on est quand même proche du ludique. Et on voit qu'il est à l'aise, et le fait de mettre une fusée comme ça dans un bassin, en plus on a la motivation du cadre, fera qu'on va venir dans l'automatisme. Maintenant, un peu plus sur, par rapport au milieu artificiel, par rapport à la piscine. Ce qui est le plus difficile à faire enseigner en piscine, ça va être tout ce qui est équilibre et stabilisation. Donc par rapport à ça, c'est ce que je vais axer ensuite, un petit peu quelques éléments par rapport aux outils pédagogiques. C'est comment travailler le gilet et le pont ballast pour que ce soit maîtrisé. On sait tous dans la salle qu'avant d'entamer le travail du gilet, il faut qu'on maîtrise le pont ballast. La problématique, c'est comment faire pour maîtriser ce pont ballast en piscine, avec, comme je disais tout à l'heure, de 0 à 2 mètres de variation de pression. C'est difficile de le maîtriser. Aujourd'hui, nos élèves ne maîtrisent pas forcément ce pont ballast, on bascule sur le gilet, et quand on bascule en lac ou en mer, en milieu naturel, nos élèves ne sont pas toujours forcément équilibrés. Alors qu'on pourrait le faire simplement en bassin, et après le fait de basculer sur le milieu naturel, ça simplifie la tâche. La première des choses, un outil pédagogique, c'est le mécanisme du pont ballast. Alors je vais revenir beaucoup sur le pont ballast et puis l'équilibre et le gilet. Aujourd'hui, le pont ballast, souvent je le vois, on l'explique rapidement en surface, tu t'immerges et tu fais ce qu'on voit classiquement, un petit peu le pivot sur palme ou quelques exercices, et après on passe au gilet. On estime que le pont ballast est acquis. Or, beaucoup d'élèves, après avoir questionné au cours des séances, alors sans forcément avoir fait efficace, mais juste pour une interrogation, sur les niveaux 1 que je passe, c'est qu'on voit qu'ils ne comprennent pas réellement ce qu'on attend d'eux par rapport au pont ballast. Eh bien, un support simple, adapté à une démarche, ça peut être une petite plaquette comme ça, mais ça peut être aussi bien une ardoise, on peut plastifier ce document-là, un pneumogramme simplifié. Le fait de faire ce pneumogramme simplifié, on fait les exercices ventilatoires avec l'élève à la surface, et là il a réellement compris ce qu'on attend de lui dans l'eau. C'est difficile après de reproduire ce qu'on va demander de lui dans l'eau, si déjà il ne sait pas le faire en surface, il ne le reproduira pas correctement, et ça va être compliqué pour la suite. Maintenant, un autre outil pédagogique. Donc là, on est dans un outil, donc le support, ça va être ce qu'on appelle un arbre. C'est ni plus ni moins qu'un manche à balai, un plan en dessous, 2 petites tiges en plastique qui le traversent, un bout de mousse à leur hauteur. Dans la démarche ici, là, on n'est pas sur un jeu, on est vraiment dans une démarche, enfin dans un outil pédagogique. La démarche qui va être donnée à l'élève, c'est qu'il faudra qu'il soit équilibré. Donc ça, c'est un préalable incontournable. Donc forcément, si on est sur les stages, ça va être beaucoup plus difficile. On en reviendra tout à l'heure à propos du sur les stages. Là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il faudra qu'il descende les anneaux des parts équilibrés, qu'il descende les anneaux qui sont en haut, qu'il les redescende sur le brin du bas, et ceux du bas, qu'il les remette sur le brin du haut. Donc regardez, là on est sur un enfant qui a 12 ans. Donc là il le prend, il fait son ballast, il expire à fond. Il va prendre son anneau, il va remonter. L'objectif ici pour le cadre, c'est de varier le niveau d'immersion uniquement avec le pont ballast. Donc là c'est ce qu'on voit classiquement en piscine, on le voit assez régulièrement faire des exercices de ce genre. Alors là par contre on le quantifie réellement.
faut quand même avoir une vigilance particulière. On est sur un élève qui maîtrise le pont ballast, hein, on le voit là, il inspire, les palmes elles ne bougent pas, si ce n'est uniquement pour conserver sa stabilisation pour être face à l'arbre. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on voit que là, notre élève, il a compris notre niveau d'immersion sur à peu près 1,20 m de hauteur. Alors, vigilance forcément pour la suppression pulmonaire, mais l'intérêt de travailler cet outil, c'est que de lui-même, il sait ce qu'il faut qu'il fasse pour varier son niveau d'immersion, et là, pareil, pour que ça devienne un automatisme pour basculer après en milieu naturel. Maintenant, un autre support pédagogique. Donc, alors, je fais souvent la notion avec support et puis démarche. Le support, ça va être une table qui est à 1 mètre de hauteur, facilement réalisable. L'intérêt de travailler sur cette table, c'est qu'on va travailler dessus. Quoi qu'on fasse sur cette table, on le verra après, on va travailler en position naturelle de plongée. Quand on est en plongée, si on fait des ateliers verticaux, on est à la verticalité. Par contre, quand on se balade, on est en exploration, on n'est jamais à l'horizontale, on est toujours sur une position d'environ 30 degrés. Et c'est cette position que naturellement on va prendre sur cette table. L'intérêt, c'est qu'on va travailler sur un bassin de 2 mètres, on sera pile au milieu du bassin, donc au niveau des variations de pression par rapport à la pression pulmonaire, on est en sécurité. Et l'autre intérêt, c'est que vu qu'on est en position naturelle, on n'aura pas tendance à se fixer dessus et on pourra travailler travailler l'équilibre. Donc ici, là, la démarche, on va commencer à servir la table. Ils vont jouer au morpion. Donc le morpion, ils vont utiliser des pions d'environ 500 grammes. C'est des pions, c'est de la fonte enrobée qu'on trouve chez une grande marque de magasin, ça doit coûter 60-70 centimes. L'intérêt ici de la démarche, je vais vous lancer la vidéo, c'est que pareil, départ équilibré, c'est indispensable. Ils doivent jouer au morpion sans palmer et sans utiliser le gilet. Et forcément, à chaque fois quand ils vont poser un pion, il faudra qu'ils jouent avec le pont ballast. Alors là, on voit que l'élève de gauche, il manque d'expérience, ça pédale quand même pas mal. Par contre, on voit que celui-là de droite, il gère un petit peu le palmage pour être face à la table, mais il ne s'en sert pas pour maintenir son niveau d'immersion. Là, il y a un intérêt aussi, il faut que les élèves sachent jouer. Celui-là de droite, il vient de gagner, mais il ne s'en est pas rendu compte. Et là, tout le monde croit que c'est celui-là de gauche qui a gagné. Donc là, on voit qu'ils sont partis, celui-là de droite est vraiment parti stabilisé. Il n'a pas bougé. Quand il posait ses pions, petit à petit, inconsciemment, il a fait son pont ballast pour rester face à la table. Et cet outil de la table, ce support est très intéressant, car on reste en permanence au même niveau, et inconsciemment, ça vient de l'automatisme, et après, le passage en milieu naturel, on est vraiment facilité. Donc là, on est sur une démarche, et l'objectif, il est vraiment lié au pont ballast, on veut uniquement faire travailler. Sur la même thématique, on peut aussi faire évoluer ça. Donc comment faire évoluer? Simplement, ça va être en augmentant le poids des pions. Donc là, j'augmente le poids des pions, je modifie totalement mon objectif. Forcément, si j'augmente, alors tout dépend de la capacité ventilatoire et s'ils partent équilibrés des élèves, mais en augmentant la taille de mes pions, en passant à 1 kg, si j'en ai 5, quand je vais commencer à poser 5 kg sur la table, le pont ballast ne suffira plus. Donc là, il faudra que je prenne le relais avec mon gilet. Sauf que ces plombs, en fait, vu que c'est de la fonte enrobée avec du plastique, à l'air libre, ils font 1 kg. Par contre, Archimède aidant, ils font moins d'1 kg. Ça fait que, là, on va lancer la vidéo. Ici, là, malheureusement, ils n'utilisent pas, ils arrivent vraiment à faire avec le pont ballast. Donc là, on voit qu'il s'équilibre, c'est lourd, on prend le gilet, c'est pas forcément agréable. Et c'est vrai que la position, quand on commence à prendre 5 kg pour un enfant, ça les penche en avant. Donc là, ça va mieux, il y en a un qui vient de tomber, donc il a trouvé son équilibre. On voit que celui-là de gauche, il a du mal, mais celui-là de droite, il est tranquille, là, il a rééquilibré son gilet. Là, ce qui manque quand même, c'est vrai que le cadre, il va vraiment leur dire, stabilise-toi pour commencer. Et là, progressivement, on va les voir remonter. Et pour un adulte, on pourrait monter des pions d'un poids supérieur ou les doubler, ce qui nous permettra, au cours de la partie, forcément, le pont ballast sera plus efficace. Je veux me stabiliser au niveau de la table, et pour me stabiliser au niveau de la table, forcément, il faudra que j'ai une action sur le gilet.
Maintenant, donc là je ne l'ai pas en vidéo, vous ne connaissez peut-être pas, il y a les commissions qui ont travaillé aussi sur des fiches qui s'appellent Scuba tout jeune. Alors c'est pas forcément pour les enfants, ça permet à faire découvrir les activités de la fédération, et ce sont des outils pédagogiques déjà tout faits. Donc il y a différentes choses qui existent. Là je vais en citer une de fiche. C'est Plonge pas bidon. Donc cette fiche, tout est marqué dessus. On les trouve sur le site de la fédération. Donc là, ce que je viens d'afficher, on est sur le support, c'est-à-dire la mise en place de l'exercice, c'est le support pédagogique. Mais si je fais ça, que je ne fais pas la démarche, ça va être difficile de l'expliquer. Et ma démarche, en fait, on va la trouver, notamment ici, dans ce qui s'appelle le déroulement. Et si je modifie mon déroulement, la démarche, l'objectif ne sera pas le même. C'est-à-dire que là, si je pars de mon bidon de gauche, que je prends 1 kg et que je passe à travers les cerceaux, et le but c'est d'accrocher sur le bidon de droite pour faire couler le bidon, là il faudra que si j'ai juste 1 kg, je vais m'en servir, ça là on va être sur une synthèse de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on va avoir une variation de l'immersion et une variation du poids apparent. Dans les consignes à donner, ça sera de ne pas monter à la surface, de ne pas toucher le fond, et c'est équilibré uniquement pour mon ballast. Par contre, si après j'augmente le poids apparent du lest, eh ben forcément, je vais devoir avoir une action sur mon gilet, et là je ne suis plus sur le même objectif. Donc d'où l'importance d'avoir une démarche bien ciblée au début qui soit en lien avec l'objectif. Là on peut mettre différentes choses, par exemple ça pourrait être de changer la hauteur des cerceaux en variation, mettre de la vitesse, ne pas toucher les cerceaux, et puis comme je disais, varier le nombre de plans. Maintenant, là on retrouve notre table, et on va changer de choses. Donc là on voit que notre table c'est vraiment notre support, le support matériel. Et là ici l'intérêt de cette table, comme je disais, c'est que dans la position là on voit qui sont en position on va dire d'exploration classique, presque un peu plus verticale, ça marche pour un adulte, les palmes elles ne touchent pas le sol quand ils sont dans cette position. Et là en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont uniquement jouer, donc le but de les faire jouer c'est de leur faire trouver un automatisme. Donc là ils jouent un jeu de cartes, et le fait de jouer au jeu de cartes, on va être dans la décentration, c'est-à-dire qu'on va les déconcentrer de leur maintien de niveau d'immersion. Donc là au début c'était en train de préparer, là on voit que ça palme un petit peu. Celui-là qui avait l'habitude derrière, les palmes ne bougent pas, ils ne touchent pas la table, et ils se concentrent à leur jeu. Et là on est en train on les décentre du travail de stabilisation, on les intéresse par le côté ludique, et ça devient un automatisme. Après ils suivent un guide de palanquet, les enfants, les adultes, alors là on est plus ciblé sur les enfants, parce que c'était une séance avec les enfants, mais les adultes, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec la table, comme du Scrabble, etc. Et le fait de capter leur attention par rapport à ça, après ils suivent un guide de palanquet sans aucun souci, en milieu naturel. Maintenant, la même chose, une autre activité qui va être décentrée, là on ne sera pas sur l'objectif de maintenir un niveau d'immersion. Là, il faudra qu'ils adaptent leur niveau d'immersion en lien avec le jeu. Alors là, il faut être hyper vigilant si vous utilisez ça, c'est que ça monte, ça descend, les oreilles, la surpression, et ils vont jouer avec, là on est vraiment dans du ludique, et dans l'outil pédale, forcément le support c'est le tennis. Après, il faut donner les consignes. Donner les consignes, ça peut être ne pas dépasser, toucher le fond, toucher la surface, et là on est dans la démarche. Et pareil pour les enfants ou les adultes, ça marche aussi bien pour les adultes, on est obligé de confisquer la raquette parce qu'autrement ils ne sortent pas de l'eau. Maintenant, de la bio en piscine, est-ce que c'est possible? Donc j'ai mis le logo de Biops pour ceux qui étaient présents l'année dernière. L'intérêt de faire découvrir la bio en piscine, c'est qu'on prépare déjà au milieu naturel. On va faire découvrir ce qu'on va voir plus tard dans le milieu où on va les emmener plonger, donc ça peut être intéressant pour les premières bulles. Pour les baptêmes en piscine, la question, qu'est-ce que vous voyez quand on fait de la plongée? Le fait de mettre différents éléments dans la piscine peut être utile. Et on peut également faire des variantes pour la protection de l'environnement, le développement durable. Donc là, c'était fait exprès pour montrer cette séquence par rapport à la bio. Donc c'est ni plus ni moins les supports que des pochettes plastifiées, où on a différents poissons qu'ils vont retrouver après quand ils vont plonger en milieu naturel. Donc là on a un brochet. L'idée là c'est d'avoir le poisson vraiment détaillé, pas dans son milieu, le poisson dans son milieu, on ne le voit pas mais c'est indiqué la taille du poisson
et le bois. Et dessous, c'est marqué, je suis quoi, une truite, un brochet, un requin. Et l'enfant, dans la démarche du moniteur, c'est plutôt que de le faire à sec, il est dans le milieu naturel, et on essaye de se remettre au plus près de l'habitat où ils vont plonger plus tard. Donc là, on voit le cadre qui montre, hein, l'anodonte, l'enfant qui dit que c'est le moule, il corrige tout de suite. Et là, on commence à faire l'apprentissage de la bio en milieu artificiel. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas en surface. Et comme je vous disais, ça les prépare pour les premières bulles et pour ensuite, et même également pour les baptêmes. Et puis on peut même mettre des indications de protection de l'environnement. Maintenant, les signes. Alors pareil, on en reviendra tout à l'heure dans le milieu naturel. Les signes, on les fait généralement, dans la plupart des cas, on va les voir en surface, et la réaction au signe sera vue dans le bassin. Alors, c'est vrai qu'on a une perte de temps, on va passer 5-10 minutes, je fais quel signe, j'ai plus d'air, je fais quel signe, ok. Donc là, pareil, nos signes, c'est une planche plastifiée, c'est le support, et là, on peut tout utiliser avec, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'indication je fais quel signe, donc le moniteur va montrer je fais quel signe, et il fait le signe, après l'élève va pointer dessus, enfin on peut utiliser ça de différentes manières. L'intérêt de ça, c'est que on est dans le milieu déjà, on n'est pas au bord du bassin, on plonge, parce que des fois les centres piscines sont longues, très longues, donc on met de l'intérêt. Ça permet aussi de faire certains signes, il y en a certains quand ils ont un gilet sur le dos, une stam, faire le signe j'ai plus d'air, ben, on ne le fait pas forcément correctement, et pourtant on l'a vu en dehors de l'eau, mais dans l'eau on ne sait plus le faire. Et en remédiation, par exemple, on pourrait mettre simplement un petit miroir. L'élève, il se voit dans le miroir, et il voit qu'il ne fait pas correctement son signe. Donc là, ils travaillent, ils sont contents, ils sont en équilibre, et ils travaillent les signes, et c'est beaucoup plus intéressant que de faire ce travail assis au bord du bassin en tailleur. Donc là, on voit qu'il y en a un qui n'est pas content, enfin qui n'est pas content, il n'a pas compris. Donc on remédie, et le cadre va retravailler pour le faire progresser. Donc voilà pour le milieu un petit peu artificiel. L'idée c'était de vous montrer qu'on peut faire des choses au point au ballast. À partir du moment où on estime la démarche et l'objectif qu'on peut faire, on peut faire énormément de choses qui vont nous permettre de simuler une combinaison, de simuler de la profondeur et surtout d'amener l'apprentissage du gilet. Maintenant une partie un peu plus spécifique. Alors certains initiateurs, notamment les E2, sont concernés. Je vous rappelle que l'UC10 n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé par la CTN. Donc ceux qui sont eux dans la salle et qui ne l'ont pas fait, c'est intéressant de le faire, notamment pour les ateliers verticaux. Donc, animer en mer, en lac, avec des outils pédagogiques. Il faut déjà recenser pourquoi et quel est l'intérêt. Donc, on a des difficultés. Donc, quelles sont les difficultés? La première, forcément, c'est qu'en piscine, quand on veut communiquer, on remonte 1,50 m, 1 m, on est en surface. On peut exprimer ce qu'on a oublié ou ce qui a évolué. En lac, dès qu'on commence à être profond, c'est plus difficile de remonter à la surface. Pour faire de la remédiation, et également, on a un souci par rapport à la durée, notamment la décompression et la température de l'eau. Donc là, c'est l'une des premières problématiques où on peut être confronté régulièrement. La deuxième, c'est le réalisme des situations. Aujourd'hui, on est dans la décompression, ça a changé depuis le 1er janvier, l'enseignement de la décompression. Mais concrètement, dans l'eau, comment je fais? Comment je fais au plus près de la réalité? La décompression, on apprend les bases en salle, mais le but, c'est de l'utiliser en immersion. Et comment je peux faire? Pour former mes niveaux 2, l'autonomie, les guides de palanquet par rapport au réalisme des situations. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec différents supports que je vais vous proposer. Et enfin, à mon sens, le plus important, c'est la verticalité. Donc la verticalité, aujourd'hui, ça reprend un petit peu le propos que j'avais par rapport à la piscine. La verticalité, on n'a pas forcément... alors, je ne parle pas d'une généralité, mais parfois, je me rends compte que dans l'enseignement de la verticalité, donc l'assistance sauvetage, qu'on appelait ça avant, maintenant on est dans l'IPD, on est plus dans l'attendu en fin de formation qu'on va découper, et c'est ça globalement qu'on appelle une progression. C'est-à-dire que pour une assistance, on va commencer, je te fais le signe, réaction au fond, t'attaques le décollage, séance d'après, tu remontes de 5 mètres, après tu remontes de 10 mètres, tu remontes de 15 mètres, tu es remonté rapidement, va plus lentement, le coup d'après, tu es remonté trop lentement, remonte plus rapidement, et tout d'un coup,
c'est remonté correctement, félicitations, tu as ton niveau 3 par exemple. J'exagère un petit peu, mais je suis pas loin forcément de la vérité avec certaines personnes que j'ai discutées. Et là, on n'est pas dans de l'enseignement. Là, on est entre du saucissonnage, d'attendu en fin de formation. Et on ne donne pas des situations qui vont permettre à l'élève de pouvoir progresser et de s'améliorer et rapidement. Sachant que le saucissonnage prend énormément de temps, fait faire énormément de yo-yo, et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas forcément optimum par rapport à notre santé de moniteurs et des élèves. Donc, la première chose, première partie, la communication. Donc, au niveau de la communication, on voit que la situation, tout le temps, ça arrive. Il y a ce qu'on projette de faire au cours de notre cours, et il y a ce qui évolue. Donc, la situation, elle évolue, et l'anticipation de certains signes à faire, c'est aléatoire. Des fois, on projette de rappeler une communication spécifique en faisant certains signes, et ben, la situation évolue, et comment me faire comprendre avec des signes que je n'ai pas expliqués à l'avance et qui sont un petit peu pas établis, c'est parfois difficile. Donc c'est difficile d'être explicite. Et donc ça, parfois, on va aussi se remédier, on va y penser, on va prendre notre ardoise. L'ardoise de moniteur, on va noter. Sauf que quand on commence à noter à 40 mètres avec des gants en l'eau froide, ce qu'on écrit, et déjà ce qu'on veut écrire, parce qu'à 40 mètres, on commence parfois à être un peu narcosé, et ce que l'élève lit, c'est une perte de temps, et on n'est pas forcément efficace. Donc un support intéressant, ça peut être un trousseau de signes. Alors ça, c'est des étiquettes plastifiées. Là, il est quasiment pas exhaustif, mais pas loin. Donc dans l'idée, c'est de mettre uniquement les signes qu'on a besoin par rapport à la thématique de la séance. Un exemple d'étiquette qui peut être intéressant, c'est celle-ci. Alors ça, c'est tu remontes trop vite en 1, expire à fond, en 2, pioche ton gilet. On peut avoir la même, tu remontes trop lentement, en 1 fais ceci, en 2 fais cela. L'intérêt aussi, c'est que si vous avez réalisé, c'est de les faire recto verso, comme ça vous êtes sûr que vous montrez la bonne à l'élève. C'est simple et c'est efficace. Parce que des fois, on voit quand tu remontes trop vite, je te cache le masque, alors attends, je te cache le masque, ça veut dire que je remonte trop vite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis là, tant qu'on réfléchisse à tout ça, en exagérant, on est en surface. Les difficultés liées au réalisme des situations. Donc là, par rapport à l'enseignement à la décompression, c'est difficile, on voit des choses en salle, mais concrètement, à un niveau 2, comment on peut lui faire comprendre que dans telle situation, l'ordinateur va indiquer ceci ou cela. Donc sauf me mettre à défaut, faire des plongées très longues, ou faire... c'est très difficile de mettre aux situations où je voudrais confronter mon élève. Donc là, c'est en train d'évoluer, ça commence à... Au niveau de la CTR, ça travaille dessus, sur des captures d'écran, d'ordinateur. Donc vous pouvez, ça c'est des captures qui ont été faites, qui ont été prises sur des modes d'emploi ou qui ont été légèrement modifiées. Comment on utilise ça? Donc là on est sur du support. La démarche, ça sera en minuteur de la mettre. Mais là on fait juste un carré qu'on plastifie. Dans la soudure du carré, on va percer 2 élastiques et puis on vient coller ça sur notre ordinateur et on présente, c'est un exemple de démarche, on présente ça à notre élève. Et il faudra qu'il interprète ce qu'il en est. Mais ça peut aussi également être pour un guide de Palanquet, un dépassement de profondeur ou autre. Donc on peut faire tous les ordinateurs qu'on veut. Hein. Donc en haut c'est un Aladdin, sur un Zoop, 2 algorithmes différents, mais tout dépend de ce qu'on veut faire travailler. Et ça, simplement, on va mettre en situation notre élève par rapport à la déco. Un truc un peu plus basique qui va s'appliquer à tous les niveaux. Aujourd'hui, pour la gestion de l'air, on connaît le signe mi-pression, le signe réserve, et les intermédiaires, ben, on les a pas. C'est-à-dire qu'une petite étiquette intéressante, pareil, c'est le même principe, on le plastifie, un coup d'élastique, on vient le mettre sur notre mano, et celle qui est en bas à droite, je suis pas en panne d'air, mais j'en ai plus pour longtemps. Ça reste une dizaine de barres, quel est le comportement que je dois faire? Eh ben, ça, un guide, aujourd'hui, on ne sait pas. Il sait ce qu'il doit faire avec sa palanquée à mi-pression, il sait ce qu'il doit faire en réserve, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je montre cette étiquette-là, je suis à 40 mètres, ou si je la montre, je suis à 6 mètres? La réaction sera différente, et aujourd'hui, c'est difficile de mettre nos élèves en situation, et en faisant des petits supports simplement, on arrive à les mettre. Le troisième thème que je voulais vous parler, et puis les différents outils qu'on peut mettre en œuvre, c'est tout ce qui est lié à la verticalité. Donc la verticalité, c'est difficile. C'est l'une des choses les plus difficiles à enseigner, car
on est au niveau vraiment kinesthésique, au niveau de la sensation, du ressenti de l'élève. Donc là, c'est un travail du niveau 3 qui débute depuis qu'il est né plongeur, et jusqu'à qu'il soit au niveau 3, niveau 4 et autres. Et il y a des étapes, à mon sens, qui sont fondamentales à passer. Là, j'ai noté que certains outils pédagogiques peuvent, mais surtout doivent, je ne veux pas vous les imposer, mais devraient être utilisés dans la progression pédagogique pour l'acquisition des sensations. Parce qu'on est dans le milieu et quand on remonte, tout d'un coup il y a des bulles plus grosses, c'est difficile pour un novice. Le deuxième point, c'est de connaître les capacités du poumon ballast et sa nécessité, car si on ne fait pas le poumon ballast au cours d'une remontée, ça va trop vite ou trop lentement et on n'arrive jamais, les élèves buteront, ça sera vraiment lire et ça sera la galère de faire des remontées, et notamment d'aider son collègue. Et enfin, le dernier, c'est pour faire comprendre de l'inertie de l'eau. Parce qu'on le dit souvent, oui, il y a l'inertie de l'eau, oui. Mais concrètement, je la ressens comment, moi, l'inertie de l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc là, je vais vous présenter après 3 situations, 3 démarches. C'est pas l'exercice forcément que vous voulez refaire à la lettre. C'est pour vous montrer que ça dépend ce qu'on veut aborder comme objectif facilement. On va faire prendre conscience de tout ça à nos élèves. Et après, quand on va leur faire passer d'un volume à 2 volumes, il aura pris conscience des mécanismes. Par exemple, comme une voiture, la pédale du milieu, ça pédale le frein, j'ai un temps pour m'arrêter. Au cours des remontées, on a des freins. Et si ça devient des automatismes, l'enseignement après l'assistance du sauvetage, qu'on appelle maintenant l'IPD, en sera plus que facilité, ça limitera le nombre de yo-yo, de 1, et de 2, nos élèves, ils seront vraiment sereins, et après, s'ils seront confrontés à dans la vie réelle, à assister son collègue, ils n'auront pas d'appréhension et ça se passera, il faut espérer pour le mieux. Donc, alors là, les photos, je suis désolé, je n'ai pas fait appel à la commission photo-vidéo pour nous assister. Et puis, par rapport à tout à l'heure, c'était en lac. Donc, mais la visite était quand même assez intéressante. Donc là, la première des choses, c'est un yo-yo à faire au poumon ballast avec augmentation de la variation de profondeur. Donc, au niveau de la démarche, elle est en bas à droite, donc c'est départ à 15 mètres. Vous verrez sur la vidéo, c'est plus parlant. Les 15 mètres sont matérialisés, donc en support, on a un pendeur. À 15 mètres, c'est matérialisé un chiffon, ni plus ni coincé avec 2 pinces à linge. Comme ça, visuellement, on voit vraiment le point de repère. Ensuite, on va lui demander de monter à 15 de départ forcément équilibré, de monter à 15 mètres, de descendre à 16, de remonter à 13, descendre à 17 et revenir à 15. Là, avec son poumon ballast, il aura fait une inertie de 4 mètres. Donc là, c'est ma démarche. Mon objectif, ça sera qu'il ait vraiment une conscience qu'avec son poumon ballast, c'est pas uniquement en piscine, et ça sert pas uniquement à faire pivot sur table, c'est qu'avec un gilet sur le dos, je suis capable de remonter, de descendre en sécurité. Donc départ équilibré systématiquement. Donc là on a 15 mètres, on va le voir. Et aussi pour l'aider, on a matérialisé qu'une pince à linge, le 14 mètres. Comme ça il n'a pas de souci, il sait juste ce qu'il doit faire. Et il se concentre sur sa remontée, donc il descend au 15. À 16 mètres pareil, une pince à linge, donc on peut mettre des pinces à linge, des pinces à linge de couleur, peu importe, un nœud sur le bout, tout ce que vous pouvez trouver. Il y en a même qui font dans mon club une pince à linge, ils mettent l'étiquette carrément avec la profondeur. Donc là on voit qu'on remonte, on va remonter aux 13 mètres. Après la descente au 17, le fait de travailler comme ça en équilibre, donc ça c'est vraiment dans les basiques, on va retrouver ça au niveau 1, au niveau 2. Mais là on commence à prendre notre objectif, ça va être de prendre conscience de l'intérêt de faire le poumon ballast et de son efficacité. Là on n'est plus sur la piscine comme je disais, à faire une variation de 50 cm ou 1 mètre. Là je mets en application, alors là il ne touche pas la corde, c'est que simplement vu qu'il n'essaye pas de palmer, il se rapproche plus ou moins du pendeur. Le pendeur ici, on est uniquement pour un support pédagogique, on n'est pas pour la sécurité. Parfois, on va mettre en place des pendeurs pour la sécurité, là c'est pas le cas, c'est uniquement en termes de repères visuels. Dans l'absolu, on pourrait carrément supprimer le pendeur et lui dire tu fais ça à ton profondimètre. Le problème c'est qu'il va visualiser, il va se concentrer sur son profondimètre et pas sur son exercice. Et donc là on voit que c'est fini, il arrive aux 15 mètres, il a fait l'exercice correctement. La même situation en étanche. Donc en étanche, on va avoir plus de volume. Donc attention,
à ne pas mettre en difficulté les élèves. Le but là, c'est qu'ils réussissent. Donc si je mets une amplitude trop importante au départ, à un moment, il va se faire emmener, le pont ballast ne fera plus effet, et mon objectif, qu'il ait pris conscience, ben, pour lui, le pont ballast n'ira pas au bout de la démarche, enfin, ne sera pas optimum. Ça sera dans un deuxième temps qu'on pourra augmenter la variation et que lui se teste pour savoir jusqu'à quel niveau son pont ballast est efficace. Donc là, on est en étanche. Donc en étanche, il faut être vigilant, on peut faire travailler en étanche, mais vu qu'on a plus de volume, les amplitudes vont être plus limitées par rapport à Mariotte. Je vous ai mis quand même celle de l'étanche parce que là, on est sur un plongeur, un acteur, qui va en plus nous faire des signes. Donc là, il nous fait le signe qu'il inspire, qu'il expire à arriver à 14 mètres. Il va redescendre au point initial. Alors il tient, c'est pas pour se tenir, c'est juste pour, vu qu'il en étanche, pour conserver sa stabilisation, son équilibre. Là, la démarche, on peut voir qu'elle est un petit peu différente. Il fait d'abord les deux remontées, et ensuite les deux descentes. Mais l'objectif est totalement similaire, la démarche, c'est les rares cas où la démarche peut être différente, et mon objectif est le même. Donc là, on voit qu'il expire, il fait signe de remontée, de redescendre, pardon. Et il descend tranquillement 15 mètres, il va faire le même exercice. De 16, il va remonter à 15. Il va redescendre à 17, et 17, il va remonter au point initial. Donc là, on voit tout l'intérêt d'avoir des repères visuels, ou même de noter la courbe simplement sur une ardoise, et il a souvenir de ce qu'il doit faire. Parce que quand on commence à lui dire remonte à 14, redescend, remonte, redescend, c'est compliqué. Hein. Les consignes, je vous rappelle, en 3 et 5 consignes, après, c'est difficile. Si on enchaîne en plus ces exercices, ça va être difficile pour l'élève, donc ça peut être bien de le remémorer avant chaque exercice. Les consignes, c'est un petit peu, moi, quand ma femme m'envoie aux courses, 3 articles, ça va, après, j'en oublie un. Donc là, il est à 17, et on va voir la remontée à 15 mètres. Et là, il est uniquement au pont ballast, il en étanche, avec ses palmes. Une variante qu'on peut avoir, qui peut être intéressante de faire, c'est qu'au cours de l'exercice, par exemple, en humide ou en étanche, on va venir lui adjoindre le surlesté. Et vu qu'il va être surlesté, qu'il fera forcément le départ équilibré de 15 mètres, au bout d'un moment, le surlesté, il va se rendre compte qu'il n'arrivera plus à faire ce qu'il faisait avant sans surlestage. Et l'intérêt de ça, c'est de dire, oui, le surlestage, c'est confortable, par contre, c'est plus efficace à partir du moment où il est équilibré. Et là, ils s'en rendent compte. Et ça permettrait aussi de commencer à enlever un petit peu les plombs de la stab, parce que avant, on commençait à avoir les plombs qui tombaient de la stab quand on commençait à attaquer la DTH, enfin, le sauvetage palme ou le sauvetage force pour les anciens. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas, donc c'est nous, notre démarche de cadre, à faire enlever ce surlestage. Un autre exercice similaire, donc là, pas similaire au pont ballast, donc ça peut tout être mis dans une progression avant d'attaquer l'assistance ou le sauvetage, mais on peut aussi faire des variantes au cours de ces exercices, on n'est pas obligé de reprendre ceux-là. Donc là, on va être uniquement dans une remontée vitesse contrôlée, avec un gilet, mais uniquement au pont ballast. Donc ici, là, la possibilité de l'arrêt, on va lui dire soit tu remontes, tu t'arrêtes à 10 mètres, entre 10 et 12 mètres. Attention, parce que si on est un peu gourmand et qu'il n'arrive pas à maîtriser, il sera obligé de s'arrêter en prenant le gilet. Et là, on ne remplit pas l'objectif. Donc l'idéal, c'est quand même de donner un arrêt avec une vitesse de remontée. Donc départ équilibré avec un arrêt. Dès qu'on va dépasser par exemple les 15 mètres par minute, il faudra qu'on fasse l'arrêt. Attention, quand on parle en mètres par minute, certains ordinateurs les indiquent, d'autres sont en pourcentage. Donc, et le pourcentage varie en fonction de la profondeur, donc à vous de vous renseigner un petit peu avant par rapport aux moyens utilisés par l'élève. Donc là, on voit qu'il est parti 19 mètres, il fait juste il se rapproche du pendeur. Donc là, on voit la pince à linge à 17. Il est à 16 mètres, on vient de voir la pince, on l'a furtivement. Il est à 15 mètres. Et il est uniquement au pont ballast, et là, on voit vraiment qu'il ne palme pas. Donc, parfois, on a un léger palmage pour essayer de garder, entre guillemets, la position. Mais être vigilant, pas que ce soit avec le moteur de la remontée. Bien sûr, on ne fait pas enlever les palmes, hein, pour des raisons de sécurité, mais on peut faire croiser les palmes. Donc là, on voit qu'il est tranquille, limite, je m'en fous de ton exercice, je suis à l'aise. Il arrive à 10 mètres, ça suffit, je dégonfle, et on descend. Donc là, on voit qu'il a fait 9 mètres de remontée, sans toucher son gilet, uniquement pont ballast. Donc même un plongeur novice
qui peut par le niveau 2 lui faire ça sur peut-être une amplitude inférieure ou en vitesse de remontée. On sera peut-être étonné parce qu'il aura peut-être quasiment la même amplitude, voire plus par rapport à sa capacité pulmonaire. Et ben là, on va avoir un élève qui va dire ouais, le pompe ballast, c'est efficace et je n'ai pas forcément besoin de toujours avoir affaire à mon gilet. Attention d'avoir toujours à l'esprit quand même la prévention de la surpression pulmonaire. Là, la même situation en étanche. Donc là, on voit que la démarche, je vais vous la rappeler, mais ici, là, forcément, la remontée sera limitée, il va être à 18 mètres, et il va remonter uniquement à 11 mètres. Je vous l'ai mis parce que c'est un acteur bien, il nous fait des beaux signes. Donc là, on a passé les 17 mètres, les 15, et là, il va nous faire signe à partir du moment où il expire. Non, c'est la vidéo d'après. Et là, on va le voir expirer, et puis il va s'arrêter, il fait signe c'est bon, et à 11 mètres, il va être stoppé. L'intérêt de faire avec une étanche, c'est qu'on a avec deux volumes, et quelqu'un qui le fait en étanche, s'il le fait après, il a quasiment le même volume que s'il était avec une assistance avec un deuxième collègue. Tous ces exercices peuvent être faits, ceux qui sont humides, de refaire, on peut faire les exercices d'assistance sur le même registre, en faisant l'assistance au début uniquement au pompe ballast. Donc forcément, la vitesse de remontée, enfin la hauteur de la remontée sera inférieure parce qu'on a deux volumes à gérer, mais ça peut être aussi au niveau de la progression pédagogique quelque chose qui peut être mis en application. Maintenant, un autre outil pédagogique, c'est de savoir, de connaître, entre guillemets, là on a deux objectifs. La démarche va être en flottabilité positive plus, c'est-à-dire on va gonfler pour entamer la remontée avec le gilet, et cette fois-ci pas avec le bon ballast. Et on va lui donner la consigne, donc soit de s'arrêter à partir de telle vitesse, soit de s'arrêter en 12 et 10 mètres. Je rappelle, attention, si on met une profondeur, il faut qu'il soit capable de ne pas le mettre en échec. L'intérêt de ça, c'est d'avoir connaissance, on va lui dire de gonfler, de ne pas utiliser ses palmes, et dès que tu dépasses telle vitesse de remontée, tu expires à fond, regarde à quel endroit tu as commencé à expirer, et regarde à quel moment tu t'arrêtes. Là, ça fait prendre conscience de l'inertie de l'eau, et ça fait prendre conscience qu'on peut avoir, entre guillemets, un frein au cours des remontées, uniquement avec notre pompe ballast, et sans avoir d'action sur les purges, ce qui peut être intéressant quand on va, après, débuter les exercices de remontée d'assistance ou de sauvetage. Donc là, on voit que ça commence à remonter. On avait passé les 17 mètres. On va voir qu'on a dépassé les bulles, 16 mètres. Les bulles, on les voit un petit peu derrière, elles commencent à être intéressantes. 15 mètres. Là, on voit qu'on a dépassé logiquement les 17 mètres par minute. Il va montrer qu'il expire. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on voit que ça ralentit. Il ne fallait pas qu'il touche. Et là, on voit qu'il est carrément stoppé. Donc, en faisant un exercice comme ça, le plongeur a compris que je pars vite, mais je peux ralentir, voire stopper une remontée. Et ce qui va être très intéressant, après, même quand il fera une assistance ou un sauvetage, ça part vite, ouais. Je comprends que ça part vite, je sais ce qu'il faut faire et je sais que ça marche, je l'ai déjà fait. Pareil en étanche. Donc en étanche, j'ai remis aussi les chiffres en bas. On voit de 17 mètres à 11 mètres, forcément, vu qu'il y a plus de volume, ça va être plus compliqué. Et l'étanche, je ne voulais pas le mettre au début pour ne pas trop polluer, mais l'intérêt, c'est que j'ai eu un bon acteur. Là, il nous fait les signes qui gonflent. Il est au top. Donc là, on part 17 mètres. Je rappelle, il se tient, c'est pas pour se tenir, c'est uniquement pour être vraiment face à la caméra. On voit que le palmage, il palme pas, il a bien compris la démarche. Là, si on aurait le volume, on entendrait qu'il fait signe que l'ordi sonne, que c'est pas bien. Là, il expire tout, il a 13 mètres. On voit que ça commence à remonter, on voit que les bulles commencent à remonter, et là, on est stabilisé. Donc là, il a vraiment compris, l'objectif il atteint, que l'inertie de l'eau de 13 mètres à 11 ou 10 mètres, il s'est stoppé, donc il a vu qu'il faut une inertie quand il a une action sur pompe ballast, et il a compris qu'il peut vraiment limiter, voire s'arrêter, uniquement avec le pompe ballast. Donc ça, c'est un plongeur. Je lui ai dit de faire une assistance, puis j'aurais, à mon avis, très peu de problématiques. Il aura compris les fondamentaux de la remontée. Donc pour résumer,
tout ce que je vous ai dit, si je peux faire un petit résumé, la démarche elle doit être précise, adaptée. Si elle est légèrement modifiée, l'objectif de l'outil peut être totalement différent. Donc il faut vraiment se poser la question, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux enseigner à mon élève? Et là va découler la démarche et éventuellement le support. On a vu là, j'ai mis un support visuel. Est-ce que je suis obligé de l'avoir? Oui ou non? La motivation des élèves, ça c'est primordial, ce qu'ils veulent en faire. Les difficultés que l'on aura identifiées. Donc ça, dans la progression, forcément, on va adapter à chaque fois l'exercice qu'on fera pour un élève, au cours de peut-être la même séance, on ne fera peut-être pas le même. Tous les exercices de Pont-Wallace, si on tombe sur faut que je pèse mes mots, pas un public particulier, on tombe sur une femme qui a une... Je peux m'expliquer, c'est que physiologiquement, nous ne sommes pas pareils, on n'a pas les mêmes capacités ventilatoires, donc forcément, le Pont-Wallace ne pourra pas demander les mêmes choses à quelqu'un qui a une grosse capacité ventilatoire que quelqu'un qui a une plus petite capacité ventilatoire. Mesdames, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste physiologiquement, mais on peut avoir des dames qui ont des capacités ventilatoires supérieures à certains hommes. Tout à fait. Oui, enfin, le poumon, ressort de poumon, enfin, je ne vais pas aller sur ce terrain glissant. Et bien évidemment, il sera tenu compte des contraintes liées au matériel à utiliser, parce que des fois on peut mettre en place un pendeur, on ne peut pas le mettre. Des fois, il y en a dans la salle, ils ont des pendeurs en fixe avec des plateformes de travail. De la compétence à travailler, du niveau de la formation, et on revient également sur la progression qu'on veut y mettre. Attention, comme je vous disais au début, le but c'est pas de faire un inventaire à l'après-vert et de recenser tous les outils pédagogiques. Ils ne sont pas là pour être reproduits comme vous avez l'habitude de les faire ou vous les avez vus. Il est unique, c'est ce qui fait notre liberté pédagogique et ce qui est totalement différent des standards. Les standards, pour ne pas les citer, les agences nord-américaines, ils ont des choses qui marchent. L'avantage, nous, de pouvoir s'adapter et d'utiliser nos outils pédagogiques, c'est qu'on peut avoir vraiment adapté notre enseignement, être beaucoup plus efficace et dans certains cas être beaucoup plus rapide que si on n'utilise pas forcément des outils pédagogiques adaptés. Donc pour finir, un grand merci pour avoir écouté. Est-ce qu'il y a certains points que je peux éclaircir? Pas tout ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai montré, mais certains sont dans mon mémoire, et si vous voulez, il est disponible sur le site, j'ai pas eu le temps de le rajouter, du Code 74, et j'ai également fait une petite page Facebook, s'il y en a, où on peut échanger parfois certains cadres qui ont des soucis particuliers, qui ont des bonnes idées. L'idée, c'est vraiment d'échanger par rapport à ça, et puis pas de s'entraider, mais de se donner la main.